Est-ce que vous voyez le démarrage? Voilà, vous enregistrez, c'est parfait. Bon allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici donc réunis pour ce club Power BI organisé par l'équipe de Strasbourg et c'est un club, Power BI, c'est une session qui parlera du retour d'expérience de BDR Thermea. Nous avons le plaisir d'avoir Laurent Schmitt qui est responsable d'informatique chez BDR Thermea France et c'est vraiment un plaisir de l'avoir. On aura une session relativement intéressante pour ce que j'ai vu, ce qu'il nous a préparé. Il a bien travaillé. Je suis assez content. Mais avant, on aura une petite carte blanche, en fait, une bonne carte blanche de nos amis bordelais. Et j'en reviens tout de suite quand j'aborderai les groupes. Alors, les petites consignes, toujours les mêmes, hein, pour ceux qui ont l'habitude des clubs Power BI. Coupez votre micro, coupez votre vidéo si vous n'êtes pas speaker, pour éviter de tout perturber le speaker. Vous avez le chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On répondra soit on répond tout de suite, ou soit on posera les questions au speaker, à l'intervenant en fin de son intervention. Et on va commencer aussi par, vous savez, toujours les news communautaires. Au total, avec moi ce soir pour animer cette session, nous sommes 4. Il y aura David, Christophe et Laurent Schmitt de BDR. Donc voilà. Alors on commence toujours par les nouveautés communautaires, donc ça je ne veux pas déroger. Un petit mot sur justement pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que la communauté. D'ailleurs, j'ai préparé des petits sondages, on va voir qui il y a ici. Alors, mon sondage, il est là. Alors j'en ai fait que 3, on ne va pas y passer la soirée. Allez, affiche. Bon, mais il ne veut pas me l'afficher. Bon, bah, il n'y aura pas de sondage ce soir. Si, voilà. Voilà, vous devez avoir apparaître au milieu de votre écran, c'est ça? Vous voyez au milieu ou pas? Oui, on voit. Ouais, voilà. Donc, allez, quelques petites questions. Est-ce que les gens qui sont autour de la table, là, la table virtuelle, est-ce que vous êtes plutôt du métier de la finance, métier de l'analyse, ou plutôt informaticien? Donc, vous cochez l'un ou l'autre des réponses. On va attendre quelques instants et puis on verra. Vous donnez votre petite réponse et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on a beaucoup d'informaticiens. On a 90% d'informaticiens. OK. Donc 91% d'informaticiens pour 9 du métier. OK. Je vais préparer une autre petite question pour savoir d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt de Paris, de la province, dom-tom, ça c'est pour les Français. Est-ce que vous venez plutôt de toute l'Europe, de l'Afrique ou autre? Alors, j'ai 72% de provinciaux pour 21% de parisiens. Et j'ai un monsieur d'Afrique. Bienvenue à vous. Allez, et je finis par le dernier. Votre niveau de connaissance de Power BI. Est-ce que vous n'avez encore jamais utilisé Power BI? Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous êtes un utilisateur courant ou est-ce que vous êtes un utilisateur avancé? Vous êtes vraiment un expert? Je vous laisse le temps. Bonjour. Bonjour. C'est adressé à moi, la question? Non, c'est tout le monde. Ah, tout le monde. Mmh. Ah, je croyais parce que je viens d'arriver, j'ai trouvé la question. J'ai dit peut-être vous m'avez attrapé avec la question. D'accord. J'ai dit peut-être vous avez vu arriver, vous avez posé la question. Donc, puisque j'ai pris la parole, donc, pour moi, le Power BI, je l'ai appris, et j'ai fait même une formation et j'ai développé même des tableaux de comparaison
tableau, des formations à travers le territoire national. Et donc, je l'exploite. Je suis, comment dirais-je, un débutant ou moyennement avancé. Voilà. D'accord. Merci. Je vous laisse la parole aux autres. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'être présent. Allez, on a ici les résultats. On a des débutants, des utilisateurs avancés pour 23% chaque fois. Et on a 40% d'utilisateurs avancés. On a 10% d'experts, c'est-à-dire l'équivalent de 3 personnes. Bon, bah merci pour ces résultats. Maintenant que nous avons fait connaissance qui y a autour de la table, je vous rappelle juste un Club Power BI dans cette saison numéro 5. C'est quelques villes. Il y a Paris qui sont les créateurs, avec Jean-Pierre Tristan pour ceux qui vous devez connaître, les Parisiens. Sinon, il y a Isabelle qui est j'allais dire une pièce rapportée, c'est pas vraiment gentil. Donc, Isabelle qui nous fait vraiment le plaisir, qui est de Bruxelles. À Lille, nous avons Guillaume. À Lyon, Barry et Thomas. Aix-Marseille, Joël et Franck qui s'occupent de ça. Nous avons le plaisir toujours d'accueillir en attendant Bordeaux qui attend la première session en présentiel pour pouvoir officiellement démarrer Bordeaux. C'est toujours pas démarré, le présentiel, on espère pour la rentrée. Et donc ils sont sur les starting blocks et on se fera le plaisir aujourd'hui de leur proposer une carte blanche. C'est Christophe qui l'animera sur un des aspects de Power BI. Je crois que j'ai oublié Nantes avec Mohamed. Et vous le savez, je suis sur Strasbourg. Donc voilà. Toutes les ressources que vous cherchez sur Club Power BI, il n'y a qu'une seule adresse à connaître, c'est http://clubpowerbi.com. C'est la seule site à connaître, la seule adresse à connaître, et vous avez tout. Vous y retrouverez l'ensemble, le site du Meetup où on s'inscrit pour les prochains. Vous retrouverez notre plateforme YouTube où on enregistre toutes les sessions et on les met en ligne peu de temps après. Donc, si vous voulez retrouver des anciennes sessions que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, vous les retrouverez là. Il y a aussi le forum où vous pouvez poser des questions en français. Il y a des gens comme Guillaume de Lille qui se fait vraiment un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, notre compte Twitter pour vous tenir au courant de ce qui, des prochains événements qu'on organise. En parlant de prochains événements, ça me permet de faire la transition sur notre événement majeur, qui est le Power Saturday, qui a lieu le 5 juin. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Power Saturday, c'est un samedi. Saturday en anglais. Donc, c'est le samedi 5 juin. C'est toujours en ligne, puisqu'on ne peut toujours pas se réunir. C'est la fusion des 3 communautés que sont le Club Power BI, donc notre club, le GUS, le groupe d'utilisateurs SQL Server, qui est toujours, si vous vous doutiez, donc la partie plutôt data, et AMS, la partie plutôt Office 365, SharePoint, Power Platform comme Power Apps et Power Automate. Alors, le planning est en ligne, le voici. Donc, cette année, on aura quand même... Alors, il y a 2 nouveautés cette année par rapport à l'an dernier. Comment les organisateurs en avaient un peu marre de faire des sessions les unes derrière les autres. Ils ont innové sur un aspect. Il y aura des tables rondes avec des sessions de discussion. Alors, il y en a, au total, il y aura 5 tables rondes sur différents sujets et animées par des gens qui font partie de notre communauté. Et des sessions plus traditionnelles avec des intervenants assez très intéressants, comme Marco Russo, hein, des grands speakers. On a Mathieu Roche aussi, on a Casper Delonge. Donc, si vous suivez les événements, les blogs des différents des uns et des autres, vous les trouvez régulièrement. Donc, ils nous font le plaisir de nous rejoindre. Il y a aussi des Canadiens, des Américains. Donc, certains vont se lever très tôt. Je pense aussi à Franck Mercier, qui est un francophone installé au Canada, qui va se lever, je crois, à 4 h du matin, si c'est maintenu. Bref, voilà. Une belle grille, des beaux sujets, une grille un peu plus aérée que les autres années pour laisser la part belle à des temps de pause, etc.
Donc, si vous voulez vous inscrire, une seule adresse, lepowersaturday.com. Et bien sûr, comme toujours, les dates du prochain Meetup. On a Marseille qui nous propose donc sa session en ligne dans une semaine, le 8 mai, pour comment débuter avec l'administration de Power BI. Et bien sûr, le Power Saturday 2021. Et j'ai pas encore les prochaines dates, mais voilà, au moins les 2 prochaines dates à bien noter. Le 28 mai, on se fera plaisir de vous accueillir, et le 5 juin pour toute une journée. Voilà ce que je voulais vous dire, des nouveautés. Et maintenant, je vais laisser la parole, comme toujours, on parle des nouveautés Power BI. Vous savez que c'est arrivé la fin de la semaine dernière, les nouveautés, et David va nous faire sa petite présentation des nouveautés, ce qu'il a retenu. À toi, David. Très bien, merci Philippe. Je vais partager mon écran, puis on va revoir un petit peu donc, ce qui a été introduit récemment avec la nouvelle sortie, enfin la nouvelle version en tout cas de Power BI. On va regarder un petit peu ce qui est sorti récemment et plus spécialement, je vais me concentrer moi sur une présentation de trois nouveautés, enfin de trois fonctionnalités spécifiques de Power BI, dont notamment une nouvelle version d'Infobulle, dite moderne, qui est en pré-version actuellement. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Les petits multiples qui évoluent, bon, c'est pas nouveau, hein, ça a déjà été en place dans Power BI, et il me semble qu'il y avait déjà eu une présentation auparavant dans le club. Mais c'est maintenant actif par défaut, donc ça vaut le coup de revenir un petit peu dessus et de voir comment ça fonctionne. Et je pense aussi aux personnes qui ne connaissent pas forcément bien Power BI, qu'on puisse rappeler un peu comment ça fonctionne. Et puis, un autre visuel intéressant également, qui est la narration intelligente, qui est désormais en version finale. Voilà. Alors j'ai en plus essayé d'utiliser du français un maximum parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes dans Power BI. Donc, j'ai essayé d'utiliser du français à chaque fois. Donc voilà, on va prendre le temps de revoir ces trois-là. Mais dans un premier temps, on peut aller jeter un œil sur le blog de Power BI, qui ici est en anglais. Même si on est sur une adresse avec du FR français, la description, en tout cas le post est en anglais. Donc voilà, on a les différentes nouveautés qui sont sur les différentes versions, alors que ce soit sur Power BI Desktop, l'application de bureau, au niveau du reporting, de l'analyse, du modeling, et puis des autres services de Power BI en général. Donc on a Power BI Service, Power BI Mobile, et également des nouvelles visualisations qui sont sorties récemment. On n'a pas le détail de toutes les nouvelles visualisations, mais on a des mises à jour sur certaines visualisations de l'App Store, donc des visuels qui sont essentiellement développés par la communauté et maintenus par la communauté. Voilà, donc au niveau du reporting, ce qu'on a de nouveau, les infobulles visuelles modernes, selon ce dont on va regarder, les petits multiples. On a aussi les nouveaux champs, la liste de champs qui est maintenant en disponibilité générale. Si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, il faudrait repartir sur un post en fait de 2019. Je peux partager les liens si vous êtes intéressé de lire un peu. Comme ça, vous pourrez regarder ça aussi. Alors, voilà, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Eh ben, les narrations intelligentes, donc au niveau de Analytics. Donc, en disponibilité générale, pour la dernière version, on a la liste de nouveaux champs, les narrations intelligentes, et puis au niveau du service, on a également Reports, Apps and Data Flow Endorsement. Je ne saurais pas vous dire la version française exactement, mais voilà ce qui est
en disponibilité générale sur le service et le rapport. Je vais passer sur Power BI Desktop, sur l'application de bureau, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'infobulle moderne. Pour activer l'infobulle, puisque c'est en pré-version pour l'instant, hein, il faut aller dans le menu Fichier, Options et paramètres, et puis ensuite Options. On a une boîte de dialogue qui s'affiche pour les options globales et fichiers actifs. Il faut aller au niveau de la section globale dans Fonctionnalités en pré-version et là défiler vers le bas et en dernier on a Infobulle visuelle moderne avec toujours la possibilité de cliquer sur les liens à côté pour en savoir plus et essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et puis éventuellement partager des commentaires si vous avez des retours à faire puisque le but de la préversion, en tout cas, c'est toujours de recueillir un maximum d'informations et d'améliorer ce visuel. Alors, comme tout ce qui est en préversion, c'est pas une version finale, hein, comme son nom l'indique. Donc, il peut y avoir des bugs et en tout cas, il est recommandé toujours de ne pas les utiliser dans un rapport que vous livreriez à un client. Parce qu'il peut y avoir des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Donc voilà, faites attention avec ça. Ça vient juste de sortir. Donc, infobulle visuelle, assurez-vous d'avoir bien cliqué ça. Et ensuite, une deuxième chose qu'il faut activer pour que ça fonctionne, c'est au niveau du fichier actif. Donc, au niveau des options du fichier actif, allez dans Paramètres de rapport, vous faites défiler vers le bas et vous vous assurez que vous avez bien aussi cette petite coche qui a été cochée, cette petite case cochée. Utilisez des infobulles visuelles modernes dans des actions avec des actions de perçage et de style mise à jour. Voilà, donc ça, c'est deux choses à cocher au niveau des options globales et au niveau du fichier actif également. Ça, c'est important. Normalement, dès que vous avez coché la case au niveau des fonctionnalités en préversion, tout nouveau rapport est susceptible d'avoir donc la nouvelle version de l'infobulle. Une fois que vous cliquez, vous aurez un message qui vous indique qu'il faudra redémarrer Power BI. Donc, vous fermez Power BI, vous rouvrez, et là, vous aurez la nouvelle version de l'infobulle moderne. L'infobulle moderne donc marche quand fonctionne quand on va survoler un élément d'un visuel. Et donc il faut patienter une petite seconde hein, pour qu'on ait un compartiment vers le bas de l'infobulle qui s'ouvre. Et à ce moment-là, on peut survoler cette infobulle et donc cliquer sur l'élément de perçage hein, pour descendre dans la hiérarchie. Cette nouvelle infobulle ne fonctionne que quand on a un visuel qui a bien sûr le principe de hiérarchie. Donc ici, dans ce visuel, on a au niveau de l'axe deux champs de données. Donc store et type. En premier, on a l'information de store et ensuite, on peut, quand on survole l'élément de ce visuel, faire apparaître donc l'infobulle moderne et notamment la capacité de percer au niveau inférieur, donc d'avancer dans la hiérarchie. Donc en cliquant dessus, je vais arriver au niveau des types pour le store sélectionné dans ce visuel. Avant cela, donc avant l'élément, avant l'infobulle moderne, là je fais la même chose pour remonter en haut, hein. Je vais laisser apparaître l'infobulle et ensuite je peux remonter au niveau de la hiérarchie. Avant cette infobulle moderne, on avait la possibilité toujours bien sûr de percer au niveau des hiérarchies, mais ça se faisait essentiellement au niveau de l'entête du visuel, où on a toujours accès d'ailleurs à cette possibilité de percer, ou éventuellement en faisant un clic droit et puis en allant chercher descendre dans la hiérarchie. Donc voilà, c'est une petite amélioration de la navigation. Au lieu d'aller dans le visuel, enfin, au lieu d'aller cliquer dans l'un des icônes au niveau de l'entête ou de faire un clic droit, on survole, on attend et puis on peut faire afficher cette infobulle cliquable pour descendre dans la hiérarchie. Il y a la même chose également pour naviguer vers une autre page et activer un filtre sur cette autre page. Je ferai une démonstration dans un instant également.
ce qu'il est possible de faire avec cette infobulle, on peut aussi personnaliser les couleurs. Pour ça, il y a d'une part la possibilité de modifier le thème. Donc, on peut aller dans le menu afficher, faire défiler tous les thèmes et personnaliser le thème actif. Et ensuite, on va aller dans éléments visuels et infobulle. Et puis là, on a la possibilité de personnaliser le texte de perçage et couleur de l'icône. Et sinon, quand on est sur un visuel, on peut aller dans les paramètres de format et puis on va aller, je vais aller fermer ça, au niveau des propriétés de l'infobulle, où là, au lieu d'avoir 3 couleurs, on en a un peu plus. Enfin, oui, voilà, on a une... où est-ce qu'on a, voilà, texte de perçage et couleur qui est nouveau. Voilà, ça c'est pour ça. Je vais faire une démonstration sur un autre rapport également, très rapidement. On va aller... alors, celui-ci, on voit, c'est l'ancien tooltip. Ça, c'est le tooltip avant donc, le moderne. Pour l'activer, je vais donc aller dans Fichier, je vais aller dans Options et Paramètres, Options, et puis, dès que la boîte de dialogue s'affiche, je vais aller vérifier que dans Fonctionnalités en préversion, c'est bien coché. Et ensuite, au niveau du fichier actif, je vais défiler vers le bas et activer Utiliser des infobulles visuelles modernes et cliquer sur OK. Et là, quand je survole, on a, et j'ai même pas eu besoin de redémarrer ici Power BI, on a un infobulle moderne qui se présente. Et notamment ici, on a la possibilité également d'extraire des informations de cet élément du visuel pour aller vers une autre page du rapport et obtenir les détails spécifiques à l'élément qu'on a cliqué. Donc voilà, l'infobulle moderne. Ensuite, on va passer vers les petits multiples. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je pense que Philippe me préviendra ou pourra y répondre. Au niveau des petits multiples, donc, alors, j'ai pas tout dit sur l'infobulle, hein, parce que l'infobulle ne fonctionne pas partout aussi. Je reviens rapidement dessus, parce que ça fonctionne uniquement sur certains visuels, mais quand on a un infobulle personnalisé, on n'a pas la possibilité de percer, enfin, au niveau de l'infobulle, on a plus cette capacité moderne de l'infobulle. Et sinon, sur les visuels de type ligne, on n'a pas également la possibilité de percer un niveau inférieur. Bon, ici, en tout cas, j'ai même pas de hiérarchie, donc ça fonctionnerait même pas. Mais toujours pour ça, pour dire que l'infobulle ne fonctionne que sur certains types de visuels, et notamment les visuels sous forme de barres et de colonnes. Pas les lignes, pas les matrices, pas les donuts, secteurs, etc. Voilà. Les petits multiples, on arrive dessus. Pour les petits multiples, ça peut se faire donc avec des visuels de type de barre, colonne ou éventuellement graphique en courbe et en aire. Pour cela, il faut activer toujours pareil au niveau du menu Fichier, aller dans Options et Paramètres, Options, et puis on arrive sur la boîte de dialogue des options globales, Fonctionnalités en préversion, et puis il faut activer voilà, l'avant-dernière propriété, petit multiple. Assurez-vous que ce soit bien coché. S'il est demandé de redémarrer, vous redémarrez Power BI. Et là, ce n'est pas un nouveau visuel, attention, c'est juste une propriété supplémentaire qui est mise en place au niveau de certains visuels, donc tous les visuels du haut, plus les visuels donc en courbe et en aire. Et donc, quand on a cliqué sur un visuel, au niveau des propriétés de ce visuel, on peut voir une nouvelle propriété qui est en place, qui s'appelle petit multiple, où là, on peut ajouter un champ dans cette zone pour aller casser en gros ce visuel et en faire des petits multiples. Voilà. Donc on va prendre justement un champ supplémentaire, on va prendre le champ store. Je ne sais plus quels sont les autres champs que j'ai dedans, juste segment, ok. Donc là ici, j'ai le montant des ventes par segment et on va pouvoir aller mettre le store qui est ici au niveau des petits multiples et donc on va avoir plein de petits visuels de même type
Au niveau des stores, donc je vais avoir mes stores Abas, Aliki, Contoso, Barba, etc. Où là, je peux voir la répartition des ventes, le montant des ventes réparti par segment pour chaque store. Alors bien sûr, on peut toujours changer le type du visuel, si je le préfère, avec des barres empilées, enfin des barres horizontales plutôt que des colonnes verticales. Et ensuite, alors, vous voyez que j'ai une barre de défilement également sur la gauche. Et lorsque je fais défiler cette barre, tous les petits multiples bougent ensemble, c'est synchronisé. Comme ça nous permet d'avoir une vue intégrale sur, enfin une vue spécifique là où on bouge, en tout cas pour ces petits multiples. C'est la même chose si c'était au niveau horizontal. Ici, bon, ça remplit toute la page, mais si je redimensionne mon visuel, voilà, j'ai toujours cette barre de défilement qui permet de naviguer au niveau de la visualisation et c'est synchronisé, donc tout bouge en même temps. J'ai qu'un axe également sur le bas et pour gagner en espace aussi. Donc j'ai qu'un axe au niveau du bas qui me donne une indication sur les segments. Voilà. Les petits multiples. Alors, on peut cliquer également sur chacun des éléments. Je peux cliquer sur Abas. Vous voyez qu'ici, on se contente là-dessus. Et ça permet aussi de filtrer d'autres visuels. Ça fonctionnerait pareil. Donc, si je clique sur Abas, je me concentre sur ce store de Abas et tous les autres visuels seraient également filtrés de la même façon. Et si je clique sur un segment en particulier, tous mes visuels se mettent à jour sur ce segment en particulier. Je vois pas que les autres soient... alors, je peux cliquer également voilà, sur Cyan. Ah oui, ok, oui. Oui, parce qu'effectivement, si je clique sur Cyan de Abas, je ne filtre que Cyan de Abas, bien entendu. Alors que si je clique sur Cyan, je vais mettre en valeur tous les Cyans de tous les, enfin de ce segment de Cyan sur tous les stores. Oui, c'est plus logique comme ça. Voilà, donc on peut cliquer les différents éléments de ce visuel, que ce soit au niveau de l'axe, que ce soit au niveau d'un élément, d'un petit multiple en particulier, ou éventuellement sur un store. Enfin, en tout cas, ici, un store, un des petits multiples. Voilà, donc ça, c'est en disponibilité générale désormais. Ensuite, on va passer à la narration. Alors, je vais revenir sur la page précédente. Et puis ici, on a 4 visuels qui nous présentent des informations diverses sur les ventes. Et on peut ajouter un visuel qui s'appelle narration, qu'on va retrouver ici, narration intelligente. Je crois que c'est la même chose. Si vous ne l'avez pas actif par défaut, il faut aller dans Fichier et Options Paramètres. Mais je crois que celui-ci, maintenant, c'est disponible par défaut. Enfin, c'est activé dès le début. Toutefois, vous devez avoir la dernière version de Power BI. Si vous ne l'avez pas, il faudrait la mettre à jour. Et sinon, sur les versions précédentes, il faut toujours aller dans le menu Fichier, Options et Paramètres, Options, et puis activer la narration intelligente. Donc toujours pareil au niveau des options globales, aller vers fonctionnalité en préversion et alors moi c'est disponible, enfin j'ai la dernière version en tout cas, c'est disponible par défaut, donc ça n'apparaît plus ici au niveau des options. Si vous avez une version précédente, il faudra l'activer au niveau des fonctionnalités en préversion. Voilà. Alors, je vais cliquer sur cette visuelle narration intelligente et là, on va voir que Power BI génère automatiquement un texte en relation avec les visuels qui sont présents sur ma page et donc essaye de prendre, fait une analyse intelligente en fait des informations qu'on a sur notre page et les champs qui ont été utilisés ainsi que les mesures qui ont été utilisées. Et on peut voir, attends, je vais essayer de grossir un petit peu ça. Voilà.
Et on peut voir donc le texte qui a été auto-généré par les services d'intelligence artificielle de Azure pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc pour ici, le texte a été généré automatiquement pour toutes les ventes. Le nom de la mesure, donc vente nette, avait la tendance récente, blablabla, de 113%. Donc on voit ici tout ce qui est souligné, c'est des éléments de mon modèle. Donc ici, c'est le nom c'est le nom de la mesure, voilà, c'est le nom de la mesure que j'ai créée. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une valeur qui a été calculée. Soit c'est une mesure, soit ça a été autogénéré également. Certainement que ça a été autogénéré, ça. En tout cas, ce sont des variables essentiellement, donc on peut changer également. Lorsque je clique dessus, je vois d'une part le nom de la variable ici en bas. Et puis ensuite, bon là ici, j'ai pas les... Voilà, pourcentage pourcentage change during steepest most recent trend. Bon, là c'était généré en anglais. En tout cas, voilà, on a l'explication de ce que c'est, le pourcentage du change sur les précédentes périodes, et donc le nom de la valeur également. Alors, ce qu'on peut faire avec ça, on peut générer aussi son propre texte, bien sûr. Je vais aller supprimer ça, et puis on peut dire donc les ventes sont de... Donc, on peut taper son propre texte et inclure les variables également. Alors, on peut ajouter une valeur, en tout cas une variable, et ici, on va aller chercher une variable qui existe déjà. Donc, je dois avoir peut-être montant. Voilà. Alors, au fur et à mesure que je tape, on voit les différents champs qui sont disponibles avec les lettres que je viens de taper. Et donc, on peut utiliser tous les champs de notre modèle. Et donc, on va aller rechercher montant des ventes. Et donc, une fois que j'ai ça, je peux cliquer dessus et je vais obtenir la mesure qui a été créée auparavant dans mon modèle. Je vois la valeur qui représente cette mesure. Je peux la formater. Bon, si on a fait son modèle correctement, cette mesure est déjà formatée selon ses désirs. Donc là, on n'a pas besoin de modifier grand-chose. Ce qu'on peut suggérer, c'est de renommer la variable d'une façon qui soit un peu plus compréhensible. Donc ici, je vais dire montant vente. On va pouvoir enregistrer. Voilà, donc ça, voilà, ok, ça marche. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre à jour, mais voilà. Donc, on peut ajouter ces valeurs nous-mêmes et donc générer notre texte. D'une part, il y a le texte qui peut être autogénéré par Power BI, il y a les services d'intelligence artificielle d'Azure, et d'autre part, on a la possibilité de créer soi-même donc le texte et de mettre nos valeurs ici, et donc d'avoir quelque chose de très, très complexe éventuellement, avec des formules plus complexes qui vont utiliser du si, si les ventes sont inférieures, si les ventes sont supérieures, et puis mettre un texte spécifique qu'on va vouloir faire apparaître en fonction d'éléments et en fonction éventuellement de ce que l'on clique également sur les visuels. Donc on va voir aussi que c'est dynamique parce que lorsque je clique sur un visuel, ou un élément d'un visuel, notre texte, voilà, s'adapte. Donc ça filtre d'une part les autres visuels, mais en plus notre texte est également filtré et tout ce qui est souligné en bleu se met à jour puisque ce sont des variables et que c'est dynamique. Donc là, on imagine toute la puissance que l'on peut avoir puisqu'on peut faire afficher tout ce que l'on veut. On peut avoir des formules, encore une fois, très très complexes où on va pouvoir utiliser des conditionnels, hein, du si, et donc faire apparaître le texte que l'on souhaite ou le faire cacher éventuellement, faire cacher du texte, parler d'augmentation ou de diminution en fonction des informations que l'on obtient sur le modèle et en fonction des éléments que l'on a cliqués sur nos visuels. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur toutes ces nouveautés, il faut aller sur le site du Power BI, enfin le blog de Power BI en tout cas, à l'adresse que j'ai communiquée dans le chat.
et vous aurez des informations là-dessus. Vous pourrez cliquer sur chacun des nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place et avoir plus d'informations là-dessus sur ce qui vous intéresse. Voilà, je redonne la parole à Philippe. J'espère que j'ai respecté un petit peu mon temps. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité. David, alors, il y a deux petites questions. Il y a Laurence qui nous demande, justement, il manque 2 vidéos, les 2 dernières vidéos, je crois. Je pense que Laurence parlait sur le blog. Peut-être tout n'est pas illustré dans le blog, parce que normalement, généralement, ils mettent une vidéo d'explication. Non, je pense qu'elle disait, non, le message de Laurence, en fait, était quand tu discutais, Philippe, et ça correspond au Club Power BI. A priori, il manque les 2 dernières vidéos sur le site YouTube du club. Ah, d'accord. Ah, c'est bizarre, je l'avais vu, celle de Paris d'avant. C'est la dernière de Lille, effectivement, je crois qu'elle, je ne l'ai pas vue. Mais il me semblait que celle de. Écoute, je vérifierai. On va regarder et on va faire le nécessaire. Et l'autre question, c'est, alors, j'ai pas tout compris, est-ce que c'est possible de faire un tri par vente? C'est tout en bas. Est-ce que c'est possible de faire sort by vente? Dans ce cas-là, on va avoir les légendes sur axis Y pour chaque graphe. C'était quand tu parlais des petits multiples. Ouais, alors, ouais, on peut regarder. C'était pour les petits multiples. Je Oui. vois qu'il n'y a pas de nom pour chaque graphe sur les axes. Donc, si on veut ordonner les données par d'autres choses que par défaut, qu'est-ce qui va passer? Oui, alors les fonctionnalités pour trier en fait les données que l'on a dedans. Et c'est vrai que l'axis n'est pas présent sur tous les petits visuels. C'est juste un général en bas ou éventuellement sur la gauche si on a des barres horizontales. Donc, si l'on trie, on peut aller dans les tris. Tri au niveau de l'axe, segment. Voilà, on peut voir un peu comment ça se comporte. Et on peut trier également les petits multiples eux-mêmes. Donc, on peut choisir de trier les petits multiples au niveau du store. Donc, avoir par exemple les stores décroissants ou croissants. Mais je ne suis pas sûr que ça réponde à la question. En tout cas, attendez, je vais revenir. Si on trie par vente, là, on va voir les légendes sur Axis. Ben, en tout cas, on n'a pas la légende, on n'a pas l'Axis qui est disponible sur chaque graphe. C'est juste général et je crois qu'on ne peut pas le changer, ça. Donc, on a un général en bas ou sur le côté, mais on ne peut pas l'avoir sur chaque graphe. Je ne suis pas sûr si je vais cliquer sur le visuel, on va voir au niveau des propriétés. Titre petit multiple. Non, c'est juste le titre des petits multiples, mais pas titre petit multiple. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des petits multiples? Disposition de la grille, OK. Bon, après, on a l'axe. Non, a priori, affichage, afficher le titre uniquement. Non, okay. Bon, a priori, on n'a pas de. Écoute, je te laisse regarder. Ouais. Et peut-être que tu pourras intervenir tout à l'heure pour apporter une précision si tu Oui, trouves oui, d'ici là. oui, On va laisser la main à Christophe de Bordeaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bordeaux n'a toujours pas officiellement commencé parce qu'on commence toujours par des sessions en présentiel. Et comme depuis 1 an et demi, nos sessions ne se font qu'en ligne, ils sont dans les starting blocks, mais on leur laisse quand même la possibilité de présenter sous forme de carte blanche, par exemple, comme ce soir. À toi, Christophe. Bien, merci beaucoup Philippe pour cette partie de session que tu nous réserves. Donc moi, je suis Christophe Fano
je suis plutôt ce qu'on appelle un utilisateur métier dans Power BI, puisque je suis directeur administratif et financier. Et effectivement, on va essayer d'ouvrir Bordeaux quand l'occasion va se présenter. Alors avec mes deux collègues qui sont Yas et Gaël. Alors je crois que j'ai pris le partage de l'écran. Vous me confirmez que ça fonctionne bien? Oui, c'est le cas. Donc Yas et Gaël, voilà, qui sont ici. Alors eux, ils sont plutôt consultants de métier. Moi, voilà, je suis plutôt utilisateur métier dans le domaine de la finance. Donc sans surprise, en fait. Alors je sais qu'il y a il y a une grosse population IT. Je vais essayer de ne pas endormir tout le monde, mais je vais vous parler quand même un peu de finance et de gestion de budget dans Power BI. Donc j'ai choisi de partager avec vous ma méthode de travail, qui est celle que j'utilise au quotidien pour gérer le suivi des budgets des sociétés dont je m'occupe, donc avec Power BI. Et avant, on va dire avant de gérer ces versions dans Power BI, on va réaliser ce qu'on appelle un exercice budgétaire. Alors, un exercice budgétaire, pour ceux qui ne sont pas financiers, c'est quoi? C'est vers le mois d'octobre-novembre, on va commencer à essayer de projeter les données financières de l'année qui arrive. Donc, par exemple, en octobre 2020, on va essayer de planifier un peu et de mettre en forme, de modéliser, on va dire, tout l'aspect financier, alors compte de résultats, bilan, tableau de flux, et de projeter tout ça donc, ça ressemble à quoi? De manière très très succincte et sur ce cas d'application, j'ai pris l'exemple d'un fichier Excel qui est un fichier source dans lequel j'ai des lignes budgétaires en ligne avec une projection de mes données financières qui se situe là en colonne par mois. Voilà, donc octobre-novembre, j'ai projeté tous ces chiffres sur 3 lignes budgétaires. Alors évidemment, dans la vraie vie, je n'ai pas uniquement 3 lignes. Là, pour le cas d'application, j'ai réduit ça au maximum, et c'est pour s'y retrouver un peu. Mais dans la vraie vie, voilà, je vais avoir un compte de résultats, peut-être avec 50 lignes, suivant la complexité de l'organisation dont je m'occupe. Il peut y avoir par établissement, par pays, par continent. On peut consolider tout ça. Voilà, il peut y avoir du bilan, il peut y avoir des tableaux de flux de trésorerie, on peut projeter d'autres données financières. Enfin, pour l'exemple, ici, on va travailler sur 3 lignes budgétaires. Et donc, j'ai un fichier Excel par version. Donc là, je suis dans une version 1. Ce qu'on va chercher à faire, je vais revenir un peu sur le contexte de travail pour essayer de perdre le moins de gens possible, c'est qu'on va projeter donc une version 1 dans une table de données Excel, dans un classeur Excel, une version 2, et puis ce qui va se passer, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, dans l'année, on va avoir du réel qui s'incrémente. Là, on imagine qu'on se positionne au 15 avril, j'ai reçu mes clôtures comptables mensuelles de janvier, février, mars, donc j'ai positionné mes chiffres réels dans mon fichier Excel uniquement sur janvier, février, mars. Donc, ce qu'on va être tenté de faire, même si on n'est pas financier, effectivement, quand on en est là au 15 avril et qu'on voit arriver le réel, on va être tenté de comparer. On va comparer tout simplement le réalisé avec nos différentes versions. Donc là, en l'occurrence, V1 et V2. Mais ce qui est, on va dire, aussi intéressant, sinon plus, pour moi qui suis responsable financier, c'est d'avoir en permanence en fait ce qu'on appelle un atterrissage. Et l'atterrissage, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la prise en compte des chiffres réels et la continuité de mes versions budgétaires. Alors, on peut encore évidemment complexifier l'exercice si jamais les choses ne se passent vraiment pas comme prévu. Là, on va arriver sur un budget V1 qu'on va réviser, donc on va prendre en compte le réel et puis on va réviser nos chiffres V1 et ainsi de suite, V2. Donc on peut arriver à avoir comme ça beaucoup de tables de données avec différentes versions. Donc comment ça va se traduire dans Power BI? Finalement, on va se rendre dans l'environnement Power Query. On va retrouver ici en fait mes fichiers, mes versions de budget que j'ai projetées. Donc j'ai un résultat réel ici que vous voyez, mon résultat V1, V2.
Donc, je n'ai pas tagué les versions dans mon fichier source Excel et je vais le faire dans les étapes appliquées au fur et à mesure que je transforme mon fichier lorsque je le récupère dans Power BI. Donc, par exemple, là, ici, je récupère mon budget V1, je vais ajouter une colonne, je vais taguer la version, je vais dépivoter mon format budgétaire. Effectivement, lorsqu'on projette des données financières comme ça, on est beaucoup plus à l'aise à travailler en colonne. Donc, et forcément, dans Power BI, on va plutôt analyser les choses avec sous format base de données. Donc, on va dépivoter les colonnes. Hein. C'est une des fonctions, on va dire, principale là dans Power Query, celle qui est le plus utilisée à mon avis et qui est la fonction majeure. Donc là, j'ai dépivoté mon fichier. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai 3 versions de fichiers, on va dire. Je vais tout de suite consolider ces 3 tables. Donc, je vais créer une table ici qui va simplement me servir à consolider mes 3 fichiers. On le voit ici, hein, j'ajoute ma table réelle, V1, V2. Et de cette manière, ça me permet finalement d'avoir un seul fichier que je vais intégrer à mon modèle. Alors, à ce stade, on va dire, de mon projet Power BI, ce que je vais tout de suite aller faire, c'est que je vais aller créer en fait une table Christophe, ton micro est coupé depuis quelques secondes. Christophe, ton micro est coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça va mieux? Vous Oui, m'entendez? on t'entend maintenant. Ah, donc ça fait longtemps que ça a lâché? Non, ou non, 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 c'est- il y a quelques secondes quand j'ai commencé à te le dire. D'accord, très bien. Bon, donc j'en étais en fait à vous expliquer que j'allais créer une table dynamique qui est basée sur mon fichier conso budget qu'on a vu juste précédemment. Et pour ça, je vais créer une nouvelle table en créant une expression que je vais appeler version, hein, que je vais nommer version, pardon, et je vais tout simplement dire je vais tout simplement aller lui demander d'aller chercher dans mon fichier conso result version, sur mon champ version, de me donner finalement tous les libellés qui sont présents dans mon fichier. Donc là, on reconnaît bien que dans ce champ version, j'ai bien du réel, de la V1 et de la V2. Je vais créer en suivant une deuxième table de dimensions pour mes codes budgétaires. Là, je vais aller chercher les libellés dans 2 tables différentes. Donc, je vais utiliser un distinct et une expression union, toujours couplé voilà, avec une expression all no blanc row. Donc là, je vais aller chercher mes codes budgétaires qui se situent alors dans un bilan réel, par exemple. Voilà. Et je vais aller également en chercher d'autres codes, donc d'autres lignes budgétaires qui se trouvent dans mon fichier conso result et dans mon champ code budget. Donc voilà, de cette manière, je crée en fait finalement une table dynamique et je vais tout de suite aller dans mon modèle de données. Et alors je vais, elles sont sur la, les tables apparaissent sur la gauche de mon modèle, donc je vais les rapatrier. Donc je vais tout simplement créer les liaisons entre mes versions. Voilà. Donc, pour les bonnes pratiques, je vais masquer le code budgétaire dans ma table de données. Je vais masquer la version également. Je peux masquer les dates puisque j'ai une table calendrier, effectivement, qui est une autre table de dimension. Voilà, et tout de suite, ce que je peux faire à ce stade
de développement de mon projet Power BI, c'est que je peux aller chercher ces nouvelles tables qui sont apparues, alors chercher les informations de ces nouvelles tables. Donc j'ai mon code budgétaire ici, ma table code budgétaire. Donc on va travailler essentiellement sur, on va choisir la marge pour avoir les chiffres un peu en tête et pour pas trop se perdre dans tous les chiffres qui pourraient apparaître. Et je vais ici glisser mes versions, tout simplement. Donc là, vous voyez en fait finalement qu'assez simplement avec le modèle de données, donc sur un tableau ici de données, on a très facilement restitué alors, mes données réelles jusqu'au 31 mars, puisque c'est ce que j'ai dans mon fichier réel, données réelles. J'ai une petite expression assez simple pour cumuler les informations aussi. J'ai ma V1, alors en variation mensuelle jusqu'à la fin de l'année, et ma V2. Donc visuellement, ce que ça donne, ça peut être, on va dire que c'est un peu plus parlant visuellement. Ce qui m'intéresse dans ce cas de figure, hein, ça va être de, en fait, restituer des choses assez parlantes. Et là, vous voyez que j'utilise une version de budget V1, on va appeler cette version-là une limite basse, on pourrait appeler ça un seuil de rentabilité, une limite en dessous de laquelle je ne veux pas descendre. Donc visuellement, j'ai une limite haute. Donc là, on pourrait se servir de l'outil budgétaire comme d'un outil de management en présentant des objectifs sur une version haute. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vérifier qu'au fil des mois, je suis toujours dans une fenêtre, évidemment, qui se situe idéalement au-dessus de ma limite basse. Alors, idéalement, ça serait d'être au-dessus de la limite haute, évidemment, mais à partir du moment où je suis dans cette fenêtre de tir-là, je suis assez satisfait, puisque on va dire que globalement, les choses se passent comme prévu. Donc là, j'analyse un seul ratio, qui est la marge, hein, c'est celui qu'on a filtré dans toute la page. Mais voilà, il faut imaginer 5-6 ratios, comme ça, les 5-6 ratios fondamentaux qu'on peut avoir sur un compte de résultat, un bilan, un tableau de flux de trésorerie, et puis voir un peu toutes les lignes et tout le suivi et les fenêtres dans lesquelles ça se situe. Donc là, j'ai là exactement en fait la même chose en cumulé. Hein, donc j'ai simplement ici glissé une expression qui cumule mes données mensuellement pour obtenir voilà, un atterrissage. Donc à ce niveau-là, j'ai simplement encore en fait ma V1 qui part de janvier et jusqu'à décembre. J'ai absolument pas pris en compte le réel de janvier, février, mars pour le cumuler avec le budget. Donc ce que je vais faire, hein, ce que j'ai préparé déjà pour aller un peu plus vite et gagner du temps, c'est que j'ai préparé un petit fichier Excel dans lequel j'ai tout simplement rajouté mon réel au 31 mars. Donc il est ici, c'est le résultat, donc réel plus V1. Donc ça, c'est une table de données Excel dans laquelle j'ai incrémenté le réel jusqu'à fin mars. Et puis je vais simplement avoir à ajouter cette table dans mon fichier conso, ici, donc en l'ajoutant de cette manière, OK. Et très rapidement, rien qu'en ayant fait ça, je ferme et j'applique mes modifications. Je vais voir logiquement apparaître une quatrième ligne hein, pour la marge. Donc on la voit apparaître ici en violet. Et là, on n'est plus sur une version 1, hein, c'est-à-dire si on revient dans cette présentation, on n'est plus sur des chiffres qui ne comprennent que la version 1, mais on est bien sur du réel jusqu'au 31 mars avec la continuité de ma version 1. Donc on peut faire la même chose évidemment avec la version 2. Et là, on obtient ce qu'on appelle quelque chose de plus intéressant encore qu'une comparaison, on obtient un atterrissage. Donc comme je sais qu'il y a une forte population IT, pas très prononcée finance, hein, je suppose, je crois que dans mes préoccupations premières hein, de financier, ce qui m'intéresse, alors quand on est financier, on ne vit jamais l'instant présent. Hein. Finalement, on est toujours en projection et on est toujours en train de se demander à quel résultat je vais obtenir à la fin de l'année, quelle va être ma position de trésorerie, est-ce que je vais avoir des besoins ou pas, comment tout ça va se passer en fonction des hypothèses et du réel qui est en train de s'incrémenter. Alors quand on fait un budget, il y a beaucoup de polémiques dans les entreprises autour du budget. Beaucoup de gens se demandent à quoi ça sert finalement. Alors on peut l'utiliser comme un outil de management là, en fixant des objectifs, des limites basses.
mais surtout pour l'aspect financier, lorsque vous avez modélisé un budget, ça veut dire que vous êtes capable de prendre en compte assez rapidement finalement des événements qui peuvent arriver comme ça ou qui peuvent survenir et être capable de modéliser très rapidement des atterrissages en fonction de ce qui se passe. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses dans la vie. Et la grande règle en fait d'un budget finalement, c'est que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que vous pouvez préparer les choses de la manière la plus méthodique que vous pouvez. Les choses ne vont jamais se passer comme vous l'avez prévu, hein. Soit dans le temps, soit vous avez prévu de recruter quelqu'un en avril, il va arriver en mai, ou il ne va pas venir avant octobre. Enfin, il y a plein de scénarios, plein d'hypothèses qui vont sans arrêt être remises en question. D'où l'idée d'avoir une fenêtre de tir comme celle-ci, parce qu'il y a tellement de risques que les choses ne se passent pas comme prévu, l'un dans l'autre. On va chercher à visualiser ici très simplement si on reste dans la fenêtre de tir ou pas. Donc voilà, ça c'est une première méthode, on va dire, pour prendre en compte les différentes versions. Alors j'ai une deuxième méthode à vous proposer qui ne marche pas dans tous les cas de figure, mais qui est une méthode assez intéressante parce qu'elle utilise en fait une expression d'axe qui est assez intéressante dans le fait qu'on va utiliser ce qu'on appelle les variables dans la rédaction de cette expression. Et les variables, moi, je suis absolument pas un expert dans la rédaction hein, des expressions. Je m'en sers en fait dans plein de domaines d'applications différentes, pas uniquement dans la gestion des budgets, mais dans d'autres projets Power BI aussi. Souvent, j'utilise cette méthode parce que ça me permet de résoudre en fait étape par étape des problèmes qui pourraient sembler assez complexes quand on regarde le résultat attendu, mais finalement qui deviennent très simples quand on les prend étape par étape de cette manière. Donc, l'enjeu de cette expression, en fait, c'est d'éviter, à chaque fois qu'on a une nouvelle version de budget, de rajouter une table de données dans le modèle. Alors, je ne vous le cache pas, moi j'utilise toujours la première méthode, mais il peut y avoir un intérêt à utiliser cette méthode avec les expressions. Et je vais vous montrer ça tout de suite, de quelle manière on peut résoudre ça étape par étape. Donc, ce qu'on veut obtenir, en fait, hein, c'est on repart du réalisé jusqu'au 31 mars. On a notre version 1, on va travailler sur cette version 1. On a un atterrissage V1. Ça, c'est ce qu'on veut obtenir. En fait, on veut mixer le réel avec notre version 1. Alors, quand on part au début de l'année, on part avec cette ligne de projection où on a de la V1 sur tous les mois. Donc, finalement, dans cette première étape, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement identifier la dernière date à laquelle on a mis à jour le réel dans notre fichier source de données. Et alors, on va se rendre dans Power BI pour commencer à rédiger une expression de ce type. Alors, nous allons nous rendre ici. Je vais changer. Donc, je vais remettre le code budgétaire en sélectionnant la marge pour garder en tête les chiffres sur une seule ligne, ça sera plus facile. Je vais alors tout simplement, voilà, on a bien notre atterrissage V1 6723 uniquement avec du budget. Donc là, je vais commencer à rédiger une nouvelle mesure que je vais placer dans mon fichier source DAX. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une nouvelle table, évidemment, c'est une nouvelle mesure. Je vais pas prendre le temps de la rédiger parce que sinon, on va dépasser le timing, je pense. Mais voilà, j'ai nommé cette mesure pour bien qu'on voie étape par étape, étape 1. Et je l'ai appelée dernière date de réel. Voilà. Et donc là, j'ai créé une première variable dans ma mesure que j'ai nommée dernière date de réel. Et tout simplement, je lui demande d'aller me chercher la date maximale à laquelle il va trouver dans mon fichier calendrier date le réaliser. Donc je vais rentrer tout simplement cette mesure. Donc on voit qu'elle apparaît ici à droite hein, dans les DAX. Je vais glisser ici. Alors si elle a bien voulu, non, elle n'a pas été prise en compte. Voilà. Ah oui, alors visuellement, il y a peut-être un formatage
proposer. Voilà, je pense que ça va être plus lisible. Donc voilà, donc l'étape 1, ma première mesure, hein, que j'ai glissé dans mon tableau de données ici pour vérifier le résultat qu'on attend. Je repère bien en fait que sur chaque mois, ma dernière date de réel que j'ai mis à jour, c'est le 1/3/2021. Donc, alors ça aurait pu être le 31 mars, hein, puisque j'ai une clôture mensuelle, on va dire que j'aurais pu dire que je positionne toutes les écritures au 31, là j'ai tout au 1er mars, c'est pas très grave. Donc, si on se rend dans les explications, on est dans l'étape 1. Dans l'étape 2, on va avoir besoin de se servir du résultat de cette première variable, où on a identifié une date au mois de mars 2021 comme étant celle à laquelle on a mis à jour les dernières données en réel. Et là, on va lui demander, dans cette deuxième variable, de nous donner finalement uniquement ce qui concerne le budget restant. Et là, on est capable de le faire, puisqu'on est capable de lui dire qu'au 31, le mois de mars, c'est le dernier mois à laquelle on a mis à jour des données réelles. Donc, tu vas me donner, dans le résultat de cette expression, finalement, toutes les données après cette date. Et tu vas me conserver les données de la V1. Donc, ici, on va se rendre dans l'étape 2. Alors, je vais aussi nommer cette mesure étape 2. Alors, ce n'est pas une nouvelle mesure, hein, c'est la continuité de la première mesure, vous allez le voir. Donc, je vais créer une nouvelle mesure, mais vous allez voir que j'utilise exactement les mêmes arguments. Voilà, je reprends ma première variable qui est la dernière date de réel, où je lui donne de me donner la date maximum par rapport à mon fichier résultat réel date. Et dans cette deuxième variable que j'ai appelée nommée V1 restant, eh bien, je vais utiliser une formule calculate avec un keep filter pour conserver le filtre sur le calendrier date, et en lui demandant de me positionner en fait tous les chiffres qui sont supérieurs à ma dernière date de réel, à ma variable dernière date de réel. Ici, je vais rentrer donc cette nouvelle formule, cette nouvelle expression, qui apparaît voilà à gauche. On va la glisser exactement de la même manière qu'on l'a fait pour la première étape, afin de vérifier le résultat à ce stade de développement de l'expression. Donc là, vous voyez que finalement, il m'a pris uniquement les chiffres de mon budget V1 à partir d'avril jusqu'à la fin de l'année. Et là, on est aux 3/4, on va dire, du résultat attendu, puisque la dernière chose qu'il nous reste à faire dans l'étape 3, eh bien, c'est tout simplement d'additionner en fait le chiffre réel, ici, avec la V1. Donc, en l'occurrence, dans la V1, il y aura 0, puisqu'il y aura des chiffres qu'à partir d'avril. Donc, jusqu'au mois de mars, il va bien me positionner le réel ici. Et en réel, après le mois de mars, j'ai aucune écriture, donc j'ai 0. Il va additionner le chiffre V1 et je vais me retrouver avec mon chiffre uniquement V1 dans la continuité. Donc, c'est tout simplement une addition. Alors, on va réutiliser dans cette dernière étape, nos deux variables précédentes. Je me positionne modélisation, nouvelle mesure. Donc cette fois-ci, je ne vais pas l'appeler étape 3, je vais l'appeler directement atterrissage V1. Voilà, donc de quelle manière je l'ai rédigé. Donc vous reconnaissez ici les deux premières variables que nous avons déjà rédigées. Et la dernière, tout simplement, je vais chercher mon V1 restant, ma variable V1 restant qui l'a stocké dans le calcul de l'expression ici précédemment, juste avant, la ligne d'avant. Et ensuite, je vais additionner mon résultat réel. Et cette fois-ci, on va se retrouver avec, logiquement, le résultat attendu. Donc, on a l'expression atterrissage V1 qui apparaît ici. Même manière, on va la glisser dans notre tableau de données. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici que, en fait, je me retrouve bien avec mon réalisé janvier, février, mars et la continuité de mon budget voilà, avril à décembre. Donc j'ai pré-préparé, on va dire déjà la même chose pour l'atterrissage V2, puisque j'ai deux versions de budget dans ma base. Voilà, donc là, il prend le chiffre, par contre, de la V2 à partir d'avril. Donc évidemment, si je vais dans mon fichier source et que j'alimente des données en avril, eh bien, il va remplacer le réalisé, la V2 et la V1 qui sont ici, par le réaliser automatiquement en ayant bougé les sources
et en actualisant simplement les données dans le modèle. Donc ici, visuellement, on va se retrouver avec voilà, la même chose que ce qu'on avait précédemment. Donc ici, je vais... Donc, je vais ajouter, pardon, mes champs atterrissage V1. Voilà. Donc ça, c'est ma variation. C'est le calcul de mes variations mensuelles. Hein. Voilà. Et ici, je vais. Alors, j'avais préparé des atterrissages en cumul, puisque c'est ce qui est le plus intéressant, hein, finalement, c'est d'avoir quand même le cumulé. Donc là, je vais prendre mon atterrissage V1 en cumul et mon atterrissage V2 en cumul. Donc, et cette fois-ci, j'ai bien les 3 premiers mois avec du réel et la continuité avec mon atterrissage fin d'année. Donc, encore une fois, l'utilité de tout ça, c'est d'être vraiment flexible sur la manière dont on va traiter les données et d'avoir visuellement quelque chose avec des fenêtres de tir où les gens voient très rapidement si on est dans les clous ou pas dans les clous de ce qu'on avait prévu initialement. Et on peut prendre en compte de cette manière, en ayant préparé toutes nos modélisations, tous les événements imprévus qui peuvent survenir. Alors voilà, je vais vous passer l'utilité hein, de pouvoir être capable de fournir des business plans très rapidement, d'aller voir les investisseurs avec des choses, voilà, des prévisions qui sont assez efficaces et dans la recherche de financement, par exemple, ce genre de choses quand on veut obtenir des crédits. Donc pour ma part, j'étais au bout hein, de ce que je voulais faire. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je pense que je suis dans les 20 minutes. Je vais te rendre la main, Philippe, et puis s'il y a éventuellement des questions par rapport à tout ça, voilà, j'espère que je n'ai pas perdu trop de gens en route. Écoute, les retours sont positifs et quelqu'un a posé 2 questions, que tu as donné les réponses sans même savoir que les questions ont été posées. Donc, a priori, non, je n'ai pas de questions pour toi et plutôt des éléments plutôt positifs. Je te laisserai regarder le chat par rapport à ça. Merci Christophe, c'est super. Merci. En tout cas, voilà, donc on en a fini avec les aspects plutôt pratiques, plutôt techniques autour de ça, avec 2 visions, une plutôt orientée vraiment technique et une version plutôt orientée métier avec une solution. Et c'est vrai que dans ces sessions du Meetup du Club Power BI, on a très peu une vision plus philosophique, je dirais, de l'approche de Power BI dans un ensemble d'un grand groupe, par exemple. Et nous avons eu la chance d'avoir Arte il y a quelques temps. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir, moi je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir une vision orientée DSI de la chose. Donc, on va laisser la parole à Laurent, que je remercie vraiment énormément de consacrer du temps. Je sais qu'il est très occupé. Et à toi, Laurent, pour cette vision orientée plutôt philosophique, je dirais. Merci Philippe. Et à ta demande, je vais arrêter la vidéo. Oui, À la demande de BDR.